Bien, mes chers et chers collègues, bonjour à toutes et tous. Tout le monde a pris place, c'est bon, parfait. Bon, bien écoutez, nous allons attaquer en écoutant la Marseillaise. Je vais demander à Léa Boyer de bien vouloir faire l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Dominique Andrieux-Bonnet, Rémi Bachevalier, Laurence Bardouka-Fauquet, Christian Bastide, Jean-Charles Bénézé, Carole Bergerie, Gérard Blanc, Pascal Bory, Denis Boide, Vincent Bouget, Ghislain Chassary, Cathy Chollet, Emile Couvreur, Robert Crost, Martin Delors, Muriel D'Herbecourt, Isabelle Fardou-Jouve, Pascal Fortuna Deschamps, Jean-Pierre Fuster, Olivier Gaillard, Véronique Garder-Bancel, Maryse Giannachini, Frédéric Gras, Valérie Guardiola, Marc Larocque, Françoise Laurent Périgot, Présente. Patrick Malavieille, Hélène Meunier, Valérie Meunier, Elisabeth Mondé, Rémi Nicolas, Sylvie Nicole, Bérangère Noguier, Nathalie Nury, Bruno Pascal, Marie-Christine Péric, Alexandre Pissas, Julien Plantier, Philippe Ribaud, Sophie Roule, Huguette Sartre, Patrick Scorson, Christophe Serre, Richard Tiberino, Eddy Valadier. Merci. Merci. J'ai reçu quelques procurations de la part de Laurence Bardouka-Fauquet pour Robert Crost, de Pascal Fortuna Deschamps pour Bruno Pascal, de Valérie Guardiola pour Rémi Nicolas, d'Alexandre Pissas pour Sylvie Nicole, de Christophe Serre pour Carole Bergerie. Bérangère Noguier partira en cours de séance et donne procuration à Denis Boide, et Patrick Scorson partira en cours de séance et donne procuration à Nathalie Nury. Voilà, vous avez reçu... Pardon. Ah voilà, je l'avais pour la CP, pas pour la séance, alors excusez-moi. Très bien, donc on le rajoute sans problème. Je rajoute, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que nous l'avions noté pour la commission permanente. Merci. Donc vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 7 mars 2025. Vous avez dû en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas d'observation, je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, je vous remercie. Bien, écoutez, donc, merci à toutes et tous pour votre présence. Donc, ce matin, nous sommes réunis tout d'abord en séance plénière. Et au cours de cette séance plénière, nous examinerons 3 rapports, dont 2 qui concernent le renouvellement de schémas, le schéma de la culture et celui de la lecture publique. Et ensuite, nous siégerons en commission permanente pour traiter tous les dossiers qui découlent en fait
de nos décisions qui ont été prises lors de notre budget ou lors de séances précédentes. Et au cours de ces séances, ce sont plus de 23 millions d'euros que nous allons individualiser. Voilà donc, mes chers et chers collègues, nous allons commencer immédiatement cet ordre du jour avec le rapport numéro 101. Et je passe la parole à Rémi Nicolas. Merci Madame la Présidente. Bonjour chers collègues. Ce rapport autorise la première décision d'affectation d'autorisation d'engagement et de programme de l'exercice 2025, correspondant aux opérations qui sont jointes en annexe du rapport. Elle porte sur des montants d'affectation nouvelle en fonctionnement de 12 millions d'euros en dépenses et 4,3 millions en recettes, et en investissement 60 millions en dépenses et 2,2 en recettes. Avis favorable avec les réserves de M. Fuster. Merci. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Parfait, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, le rapport 601. Je passe la parole à Patrick Malavieille. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chères et chers collègues, nous allons adopter ce matin le schéma départemental de la culture, phase 2, qui nous permettra, à partir des dispositifs que nous validerons, de mener à bien notre engagement en faveur de la culture, des arts et des artistes, et ce jusqu'à la fin de notre mandature. Vous avez à l'instant à l'écran les différentes étapes qui ont été élaborées pour ce schéma, depuis donc le lancement de la démarche jusqu'au vote d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance que notre pays, la France et une partie de l'Europe soient en Méditerranée et que même notre département soit baigné avec cette ouverture sur la mer par le Grau-du-Roi, monsieur le maire. Beaucoup de chance, pourquoi ? Parce que l'Europe a vu naître et mourir des empires, et cette mer Méditerranée nous a appris qu'il n'y avait pas une source unique d'inspiration pour la culture. L'histoire nous rappelle que tout s'entremêle, tout se chevauche, tout s'influence. Dans la cuisine, dans l'architecture et dans la culture. Et c'est à partir de ces éléments forts que nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place cette phase 2 de notre schéma. Ce schéma de la culture, il vient compléter celui des enseignements artistiques que nous avons voté, celui des archives départementales que nous avons adopté et celui sur la lecture publique qui nous sera présenté dans quelques instants par notre collègue Hélène Meunier. C'est à partir de notre séminaire « Osons la culture 2 » qui a réuni acteurs, partenaires de la culture gardoise, que nous avons pu co-construire cet édifice sans oublier l'apport déterminant, précieux, de notre administration au travers de nombreuses directions et de nombreux services. Je voudrais adresser quelques remerciements particuliers à Ludmila Lachave, à Mabrouk Azadi et bien sûr à Martine Guillerme et ses collègues, Olivier, Valérie, Richard, Emmanuel, sans oublier nos services civiques, Naël, Elisa et Hugo. Cette nouvelle étape que nous allons franchir va nous permettre de répondre aux grands enjeux sociétaux. L'urgence écologique, l'égalité et l'inclusion, la digitalisation des pratiques et enfin l'innovation et l'hybridation des projets. Pour répondre à ces enjeux, vous le voyez à l'écran, nous avons structuré notre schéma autour de 3 axes. Une culture de la coopération, les défis d'aujourd'hui pour construire demain, et enfin la question des droits culturels. Évoquons donc la culture de la coopération. Et à chaque fois, pour les 3 axes, je m'appuierai sur une citation.
la culture de la coopération, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur est celle de la coopération. Et cela est valable dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine culturel. Nous nous sommes fixés, pour cet axe 1 de la coopération culturelle à la culture de la coopération, nous nous sommes fixés 7 objectifs. Mieux se connaître pour coopérer, construire des projets de territoire, développer les conventionnements, sensibiliser les élus, fédérer et mutualiser les ressources, être attentif à l'équité territoriale et enfin un soutien affirmé en ingénierie et en conseil. Passons, si vous le voulez bien, à l'axe 2, celui des défis d'aujourd'hui à relever pour construire demain. Nouvelle citation. Ce n'est pas à nous de nous remettre d'hier, mais à nous de gagner ou de perdre demain. Et en l'occurrence, notre objectif est bien de gagner demain. Pour cet axe 2, 3 objectifs majeurs. D'abord, celui de la transition écologique de la culture. Vous avez quelques éléments qui précisent ce nécessaire objectif. Ensuite, l'accompagnement des projets innovants et des espaces. Cela nous renvoie à la question des tiers-lieux, au croisement disciplinaire et aux appels à commun. Enfin, la question du numérique, avec l'essor de l'intelligence artificielle, des technologies à utiliser, à user, sans en abuser, et la nécessité de communiquer avec tous les publics. Je veux parler ici de la communication digitale. Passons maintenant à l'axe 3, du droit à la culture au droit culturel. Il nous faut entendre ces droits selon les principes de la Déclaration de Fribourg. Nouvelle citation. Albert Camus. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Cette déclaration de Fribourg, mes chers collègues, elle promet la protection de la diversité et des droits culturels. Je la cite. Chacun doit pouvoir être libre de s'exprimer, notamment sous une forme artistique, libre de choisir ses pratiques culturelles, libre de ses identifications culturelles et du sens qu'il donne à son mode de vie et d'en changer à son gré. La prise en compte de ces droits, accéder, participer, contribuer, nous offre de nouvelles perspectives. Et à partir de là, nous avons à l'esprit 4 objectifs. L'inclusion pour l'accès à chacun, la construction des projets avec les habitants, le combat à mener contre les stéréotypes en essayant de promouvoir toujours et encore la place des femmes dans tous les domaines, et enfin l'encouragement pour les projets transversaux, les projets jeunes et bien sûr l'éducation artistique dans nos collèges. Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, à grands traits, la présentation de ce schéma phase 2 avec ses 3 axes et ses 14 objectifs. Mais au-delà des axes et des objectifs, c'est bien un événement important auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Voter un schéma du développement de la culture dans un département comme le nôtre, au moment où tant d'autres tirent un trait sur la culture, est un fait politique majeur. Nous vivons une période de tous les dangers. Et je voudrais, si vous me le permettez, Madame la Présidente, lancer un cri d'alarme
concernant le devenir de la culture, des arts et des artistes. Les fonctions créatrices, critiques et citoyennes des institutions culturelles publiques sont aujourd'hui dans le collimateur. La culture, l'art et les artistes, nous le savons, sont menacés par la baisse des moyens financiers. Mais pas seulement. Ils le sont aussi dans le même temps par des formes de populisme qui veulent faire taire des formes d'art, notamment celles qui irriguent l'émancipation humaine, et au contraire laissent libre cours à un culte frelaté d'une identité étriquée et rance. Et c'est dans ce cadre, mes chers collègues, que l'inculture, aujourd'hui, est presque revendiquée, portée comme un drapeau. Certains l'affichent avec fierté, comme s'il s'agissait d'une victoire. On en vient à confondre l'opinion avec la pensée, l'ego avec le talent, l'ignorance avec l'authenticité. Il ne faut surtout plus s'émerveiller devant une œuvre d'art, ça coûte trop cher. Et puis quelle bêtise! Comprendre devient suspect et réfléchir est presque devenu un affront. Alors oui, Madame la Présidente, nous pouvons être fiers de continuer à porter le fait culturel et à défendre les artistes. Ce schéma, modestement, très modestement, va quand même y contribuer. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, nous rappelle Hannah Arendt. À côté de l'urgence écologique décrétée pour sauver la planète, il est temps, mes chers collègues, de décréter l'urgence culturelle pour sauver les consciences. Je vous remercie. Merci Patrick pour cette belle présentation de ce schéma de la culture. Merci, nous voyons combien tu as fort bien travaillé ce document à titre personnel. Nous le voyons avec ta présentation et avec les commentaires que tu viens de faire. Donc ce schéma, c'est le fruit, c'est pas un schéma que nous proposons d'une manière arbitraire, c'est le fruit d'une large concertation, vous l'avez vu, une concertation avec l'ensemble des partenaires. Et pour ce schéma, il y a eu bien sûr, ça a été dit tout à l'heure, plusieurs rencontres avec les acteurs de la culture avant de le rédiger. Donc, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Crost, vous avez la parole. Oui, Présidente, je veux donc me féliciter de ce schéma pour toutes les bonnes raisons qui ont été formulées par Patrick Malavielle au nom de notre groupe. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, puisque sur Terre de Camargue, nous portons donc un réseau de lecture publique avec les médiathèques, je voulais en profiter justement pour dire les bienfaits d'animer ces politiques culturelles, intergénérationnelles sur les territoires et le soutien reçu pour la réalisation de la médiathèque du Grau-du-Roi. La médiathèque communautaire apporte ses fruits puisqu'en quelques mois, ce sont 800 adhérents de plus, 800 adhérents en quelques mois. Et toutes les heures dans cette médiathèque, nous prêtons 30 documents. Donc c'est bien la preuve que ces politiques publiques portent leurs fruits dans les objectifs qui sont fixés. Je vous remercie et merci du soutien du Conseil départemental. Merci. Nathalie Nury a la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, cher Patrick, chers et chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Patrick Malavielle pour le travail formidable qui a été accompli afin de nous proposer aujourd'hui un ambitieux schéma départemental de la culture. Ici dans le Gard, notre majorité départementale autour de notre présidente Françoise Laurent-Périgot a fait le choix de ne pas sacrifier la culture sur l'autel de l'austérité budgétaire. Toutes les collectivités, hélas, ne peuvent pas en faire autant et c'est une exception culturelle gardoise de plus à rajouter à notre département.
S'il s'agit d'une véritable volonté politique de notre majorité départementale, un marqueur de notre ADN génétique et idéologique, je tiens à souligner que cela n'est possible que parce que nous avons depuis longtemps une gestion rigoureuse des deniers publics qui nous permet de ne pas sacrifier nos ambitions culturelles. Ce schéma trace une très belle feuille de route pour la culture dans le Gard jusqu'en 2028, notamment pour la médiation et l'accompagnement des structures culturelles en augmentation. Comme vice-présidente au collège, je suis également très enthousiaste par les moyens que nous mettons depuis de nombreuses années et que nous continuerons à mettre sur les enseignements artistiques, qui sont très importants pour nos collégiens gardois, pour faire d'eux, dans des moments que je sais apprécier, des citoyens éclairés et ouverts. Soutenir la culture est essentiel car la culture nous rapproche, nous émancipe et nous construit à tous les âges de la vie. C'est ce que nous faisons avec ce schéma qui aura des retombées concrètes pour nos territoires car partout dans le Gard, nos acteurs de la culture font vivre nos cantons, participent à leur identité, animent la vie locale et ont des répercussions solides en termes d'emploi local et d'activité économique. Ils ont pu constater avec ce schéma qui a été fait avec eux dans la concertation, les artistes, qu'une fois encore, notre majorité départementale a répondu présent pour la culture en lui donnant des moyens pour de belles ambitions. Chers et chers collègues, je vous remercie de votre attention et vous invite à voter le plus largement possible en faveur de ce schéma de la culture. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Très bien. Bien, écoutez, merci pour vos interventions. Merci encore à toi, Patrick, pour l'écriture de ce beau schéma, de ce deuxième schéma de la culture, puisque le premier a été mis en place en 2019. Et aujourd'hui, c'est donc le renouvellement de ce schéma, je dirais un schéma un peu plus approfondi qui vous est proposé. Et un nouveau schéma, vous venez de le dire, mais c'est vrai, qui est présenté dans une période particulière, une période où de nombreuses collectivités se désengagent sur le plan culturel. Alors certes, la culture, c'est vrai, n'est pas une compétence obligatoire, je le dis chaque fois, mais c'est la réalité. Mais nous avons choisi d'en faire une priorité essentielle. Aussi, car beaucoup oublient que la culture représente un poids économique non négligeable sur un territoire. Donc faire de la culture, je dirais, une priorité essentielle est une volonté très assumée, parce que nous voulons continuer à faire vivre nos territoires en étant présents dans tous les cantons et en soutenant nos associations locales qui, avec leurs bénévoles, bien sûr, animent fort bien nos communes. Donc ce document montre que nous souhaitons faire de la culture, je dirais en quelque sorte, un levier d'équité, de solidarité et d'avenir, en prenant en considération, bien sûr, la transition écologique, les accès aux droits et la transformation numérique, bien évidemment. Alors, je ne vais pas reprendre tous les points de ce schéma qui a été fort bien présenté. Il a été très bien expliqué. Vous avez rappelé toutes les actions existantes que nous maintenons et toutes les nouvelles actions que nous allons mettre en place. Donc, ce qui ressort essentiellement de ce schéma, je dirais que c'est notre volonté de favoriser une culture accessible à tous. Ça, je crois que c'est très important. Donc ce schéma, je le répète, va être notre guide jusqu'en 2028, mais bien entendu pour cela, il nous faut le voter. Donc je vais mettre aux voix ce beau schéma de la culture qui est contre, qui s'abstient. Parfait, je vous remercie. Nous passons donc au rapport suivant, au rapport 602. Je passe la parole à Hélène Meunier. Merci. Merci Madame la Présidente. Si vous permettez Madame la Présidente, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, avant de vous présenter donc ce schéma de la lecture publique 2024-2025 qui tombe à point nommé, je dirais, pour faire suite au schéma de la culture qui vient de nous être présenté,
je souhaiterais vous proposer quelques éléments de réflexion sur la place du livre, de la lecture, du texte donc, dans un monde dominé par l'image. Et si vous le voulez bien, parce que ça c'est mon péché mignon, partager avec vous quelques exemples de lecture qui nous permettent d'éclairer ces enjeux. Parce qu'en effet, l'époque est assurément numérique. Nous vivons à l'ère des images, des écrans, des vidéos, du zapping, du flux, des datas, des réseaux dits sociaux où se jouent en réalité bien plus des enjeux de pouvoir que ne se développent les sociabilités. Comme d'autres, cette civilisation de l'image est aussi une civilisation du paraître, des faux-semblants, de l'erreur et du mensonge, de l'ultra-crévidarianisme aux fake news, du complotisme à l'obscurantisme. Sans céder toutefois à l'ancienne du « c'était mieux avant », une nostalgie un peu déplacée qui n'a rien à voir avec les jours heureux, on peut toutefois déplorer que la société médiatique dans laquelle nous vivons ne soit pas non plus toujours le meilleur des mondes possibles. Les nouvelles technologies, à l'origine de ces mutations du rapport à l'information, aux idées, à la culture ou aux loisirs, résultent de progrès scientifiques, de progrès de la connaissance que nous ne devrions jamais avoir à redouter. Mais voilà, les progrès de la science interrogent toujours inévitablement les humanités et le progrès humain. Corollaire de ces progrès, de nouveaux défis et enjeux sociétaux apparaissent qui concernent l'égalité d'accès aux nouveaux médias, la lutte contre l'illettrisme bien sûr, mais aussi contre l'électronisme, la maîtrise nécessaire de nouvelles compétences citoyennes d'usage et de décryptage numérique, la protection des données personnelles et de la vie privée, la prévention de la cyberdélinquance, etc., entre autres. Dans cet environnement médiatique saturé, quelle est donc la place du livre et de la lecture? Les statistiques du baromètre Les Français et la lecture de 2025, qui est une étude réalisée par Ipsos pour le Centre national du livre, évoquent un traditionnel et profond attachement au livre comme objet, comme symbole, tandis que la pratique de la lecture, elle, recule. Elle recule sous tous les fronts. Elle recule en quantité, on lit moins de livres. Elle recule en variété, les genres lus sont moins nombreux. Elle recule en temps de lecture, on consacre moins d'heures à la lecture que de temps passé sur les écrans. Elle recule aussi en qualité, puisqu'un tiers des lecteurs reconnaissent faire autre chose en lisant. Si on le voit, les pratiques évoluent à la baisse, les supports de lecture changent aussi. Les livres audio et les supports numériques, les liseuses, les ordinateurs, les smartphones progressent. Les réseaux sociaux ou Internet sont d'ailleurs parfois d'efficaces vecteurs de promotion littéraire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, via des blogs littéraires ou des vidéos, toujours, de booktubeurs ou de bookstagrammeurs. Alors pour être efficaces et pour répondre à leur mission, les politiques de lecture publique doivent s'adapter. Après une concertation que nous avons voulu et souhaité la plus large possible avec l'ensemble des acteurs concernés par la lecture publique, c'est-à-dire les professionnels, les techniciens, les collaborateurs occasionnels, autrement dit les bénévoles, les usagers, les associations, mais également les élus, c'est en ce sens qu'a été conçu ce nouveau schéma départemental de la lecture publique gardoise, une doctrine d'intervention qui se veut à la fois institutionnelle, moderne et innovante. Car les enjeux humains, culturels ou sociopolitiques liés à la lecture sont multiples, individuels et collectifs, et l'un ne va pas sans l'autre. Quels sont donc ces enjeux? Pourquoi est-il si précieux de lire et de faire lire? Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais maintenant évoquer avec vous quelques exemples de lecture personnelle qui éclairent, je pense, des enjeux qui, vous le verrez, sont fondamentaux. La lecture, c'est d'abord une expérience du temps humain pleinement vécue. Littéraire s'il en est, Marcel Proust, qui a parlé ou qui a écrit même sur la lecture, dit d'elle qu'elle est une amitié. Au-delà du texte, lire est pour lui une expérience ontologique du temps et de la mémoire. Avec les œuvres de Théophile Gautier, le narrateur remonte le temps et retrouve son enfance. Il déclare solennellement, en conclusion de l'œuvre cathédrale qu'est la recherche,
la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie. La seule vie, par conséquent, pleinement vécue, c'est la littérature. À l'échelle de nos vies, en effet, l'écriture et la lecture ne traduisent-elles pas une quête existentielle de la maîtrise du temps qui a à voir avec le propre de l'homme? Et oui, la lecture est une amitié, car il est des textes qui accompagnent toute une vie. Et je pense à Georges Semprun, qui, dans l'écriture ou la vie, cessait à témoigner du traumatisme indicible des rescapés des camps de concentration. Il raconte par exemple comment quelques vers d'un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, un poème qui s'intitule Le Voyage, ont pu ramener une once d'humanité dans l'agonie d'un homme, son vieux professeur, victime de la barbarie absolue. Il raconte aussi comment la récitation récurrente d'un poème d'Aragon l'a accompagné et soutenu sa vie durant, lui, le rescapé, le jeune rescapé qui avait toute la vie devant lui et qui avait besoin de se remémorer ce poème intitulé La chanson pour oublier Dachau dans les moments d'impossible oubli. Intimement liée à la mémoire, la littérature entre dans la vie du lecteur. Les livres et les mots lus sont en lui une source, une ressource, un patrimoine inviolable et inaliénable, une réserve d'humanité. Pourquoi lire? C'est aussi le titre d'un ouvrage de Charles Dantzig qui répond ainsi: la lecture maintient dans l'utilitarisme du monde du détachement en faveur de la pensée. En des temps d'obscurantisme galopant, elle est un bel hommage à la culture de l'esprit et l'antidote le plus efficace au désenchantement, complètent Jean-Claude Carrière et Umberto Eco qui préviennent « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». On le voit, outre la garantie d'une vie pleinement vécue, il en va donc ni plus ni moins de la sauvegarde des esprits. Et c'est bien pourquoi les livres demeurent une espèce vulnérable, parfois bannie, toujours menacée par la crue noire des temps, car la structuration de la pensée et de l'esprit est un gage de liberté. Lire est une forme d'hygiène de la pensée, salutaire pour chacun et pour tous. L'enjeu est clair. Comment ne pas s'en inquiéter dans le monde d'aujourd'hui ? Et plus légèrement, ne l'oublions pas quand même, la lecture est aussi un loisir, un plaisir au pouvoir multiple, qui nous permet de nous évader vers d'autres mondes, chez Tolkien ou Asimov, de vivre d'autres vies que la mienne, pour reprendre un joli titre d'Emmanuel Carrère, de nous questionner en nous bousculant un peu, comme cet étranger camusien, de rire en compagnie de Rabelais, Molière ou Courteline, de jouer avec nos peurs grâce à une nouvelle de Lovecraft ou de Stephen King, de nous émanciper à l'invitation de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, ou encore de construire notre identité comme Marguerite Duras construisait son barrage contre le Pacifique. Contrairement à l'univocité des images tyranniques, souvent trompeuses, ces images dominantes que j'évoquais au début de mon propos, la lecture a aussi le pouvoir de stimuler l'imagination et d'ouvrir une infinité de possibles, car l'imaginaire dépasse l'image. Une phrase de Flaubert illustre d'ailleurs assez bien cette idée, je vous la cite: « Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles. Tandis qu'une femme écrite fait rêver à 1000 femmes. » Lire est donc à la fois une expérience intime de soi, du temps humain et du temps tout court, une expérience de la pensée et de la liberté, une expérience du monde qui structure le rapport à soi et le rapport aux autres, mais c'est aussi un art de vivre qui enchante nos vies au quotidien. Aujourd'hui comme hier, toute œuvre s'inscrit dans une chaîne de transmission historique et intergénérationnelle, en synchronie et en diachronie. Le 5e schéma départemental de la lecture publique gardoise que je vais vous présenter maintenant se donne pour mission de prendre sa part dans cette large transmission, et nous la souhaitons la plus transversale possible. Alors je vous présente le document que nous avons préparé pour faire remettre de la modernité et de l'innovation dans les politiques de lecture publique autant que possible. Mais je commencerai par vous rappeler quelques éléments structurants, à savoir d'abord que si la culture n'est pas une compétence obligatoire du département, elle n'en reste pas moins une compétence partagée où chacun, là aussi, doit prendre sa place. La lecture publique, elle, est une compétence
obligatoire des départements, mais qui n'existe que dans le partenariat avec les autres collectivités. Cela s'inscrit dans un cadre légal qui est celui du Code du patrimoine, complété par la loi Robert de décembre 2021. Et les missions des bibliothèques départementales que vous voyez affichées à l'écran sont les suivantes. Renforcer la couverture territoriale en bibliothèque, favoriser la mise en réseau de ces bibliothèques, leur proposer des collections et des services, contribuer à la formation des agents ou des collaborateurs occasionnels des bibliothèques et enfin d'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors les bibliothèques, pour bien comprendre la logique du fonctionnement des bibliothèques, il faut inévitablement parler de réseau. Le mot-clé est celui de réseau. Ce réseau où circulent tous les ouvrages et tous les documents. Dans le département du Gard, nous avons identifié 5 unités territoriales de lecture publique dans lesquelles se développent ces réseaux. Vous les voyez affichés à l'écran en couleur avec le Égoal Cévennes-Vidourle en vert clair, Cévennes-Rodagny en rouge, Garrigue-Costières-Camargue en orange, Pays des Cévennes en vert anis, Uzège-Pont-du-Gard, Argence en bleu. Et au total, ce sont plus de 200 bibliothèques que dessert et accompagne la direction du livre et de la lecture. Les modalités de cet accompagnement sont nombreuses. Elles consistent à mettre à disposition des collections et des supports variés, à offrir des conditions de réservation et de diffusion adaptées, qui peuvent être itinérantes ou se dérouler sur place dans les magasins de la direction du livre et de la lecture, à Nîmes ou au Vigan. Il s'agit aussi de proposer des formations ciblées pour les professionnels, les bénévoles, mais aussi les élus, avec notamment cette formation IGB qui est le socle de connaissances minimum pour toute personne intervenant en bibliothèque. Il s'agit aussi de programmer une action culturelle diversifiée, d'apporter une ingénierie au service de Tours et on le verra plus tard également d'octroyer quand même quelques subventions. Passons maintenant à cette carte qui vous présente l'état des bibliothèques et l'état du réseau donc en 2024, sachant que pour bien lire la carte, plus les couleurs sont foncées, plus le niveau de qualité du service public rendu est élevé. Alors, il reste des tâches claires. Il faut quand même reconnaître, il y a des espaces à conquérir, mais c'est justement pour ça que nous sommes là, avec notre schéma, nos idées, notre enthousiasme pour avancer et progresser. Il faut quand même préciser qu'une nouvelle typologie nationale est apparue en 2021, avec des critères plus nombreux, des critères plus exigeants, qui ont fatalement invisibilisé tous les progrès que nous avions pu faire ensemble, vous et nous, collectivités locales et départements, pour faire monter en qualité la qualification des bibliothèques. Donc, comme je l'ai dit en commission, tout est un peu à refaire. Mais voilà, c'est pas grave, on se retrousse les manches et on va y arriver. Voici donc maintenant les moyens que nous vous proposons de mettre en œuvre pour améliorer encore et toujours ces services dans les bibliothèques, avec les perspectives que trace le schéma pour la période de la fin du mandat. Il s'agit d'un schéma qui, reprenant la méthodologie ordinaire de l'ensemble des schémas du département, a fait l'objet d'une large concertation avec tous. Voilà, je le dis à nouveau, les professionnels, les bénévoles, les élus, les associations. Et nous avons ciblé un certain nombre d'enjeux, donc développer le maillage, puisqu'il y a des taches blanches dans notre carte du département du Gard. Il y a des espaces à conquérir, mais il faut aussi mieux structurer peut-être en développant autant que possible les réseaux. Accompagner également la montée en qualité des services pour répondre aux exigences de la loi de 2021. Proposer aux usagers des temps de médiation, ce sera un axe fort, vous allez le voir, du schéma. Et valoriser les actions culturelles autour de la lecture et de l'écrit avec quelques nouveautés dans l'accompagnement des collectivités. Voici donc les axes stratégiques qui structurent ce schéma, qui en sont l'architecture et que nous avons présenté sous la forme de fiches actions
de façon à rendre, nous l'espérons, le schéma plus lisible et que cela permette à chacun de mieux se l'approprier. Donc il s'agit d'abord et avant tout de moderniser les bibliothèques, de développer la médiation, de faire des bibliothèques des espaces d'accueil et de sociabilité en renforçant leur accessibilité et leurs actions en termes d'inclusion, de favoriser enfin la participation des bibliothèques à la vie culturelle de la cité en faisant des lieux ouverts sur leur territoire. Axe 1, donc, la modernisation des bibliothèques, des espaces, des services et des actions. Ce que l'on vise dans cet axe, c'est faire évoluer les bibliothèques au rythme des mutations technologiques dont je parlais tout à l'heure, et donc notamment diversifier les collections en innovant davantage, en allant davantage vers des supports numériques utiles, d'appropriation, afin de proposer un service de proximité adapté aux besoins actuels et d'ailleurs attendus par les usagers. Les actions proposées dans cet axe 1 concernent la requalification territoriale des lieux de lecture publique, puisque nous l'avons dit, nous devons monter en qualité, en exigence et mieux répondre aux exigences de la nouvelle typologie. Il s'agit aussi d'actions orientées vers la mutualisation des ressources, et là on revient sur la notion de réseau, essayer de mutualiser chaque fois c'est possible et de développer des partenariats complémentaires entre la direction du livre et de la lecture et les réseaux intercommunaux, dans le respect toutefois de la libre administration de chacune des collectivités, évidemment. Il s'agit bien sûr toujours, vous le verrez, cela revient dans chaque axe, de améliorer la professionnalisation des personnes chargées des bibliothèques, de l'accueil et de l'animation des bibliothèques, en portant au plus haut la formation dans de nombreux domaines, et de développer l'œuvre numérique en offrant de l'ingénierie pour les intégrer, mais aussi en permettant d'avoir un accès à de nouveaux supports numériques et interactifs plus variés et plus nombreux, comme par exemple des livres à réalité augmentée sur tablette, des jeux vidéo avec le matériel qui les accompagne, les consoles, les casques, etc., qui sont aussi une façon d'accueillir certains publics en bibliothèque. L'axe 2 concerne la médiation en bibliothèque. Ce que l'on vise ici, c'est que l'on puisse identifier les bibliothécaires comme des passeurs de biens culturels. Faire des bibliothécaires des relais dans la chaîne de transmission, du livre dont je parlais tout à l'heure. Promouvoir la lecture sous toutes ses formes avec des supports variés et des genres différents. J'entends parler de dark romance, de genres nouveaux comme ça, dont il faut peut-être achalander nos rayons. Et enfin, accompagner tous les publics de façon adaptée, personnalisée, en répondant aux besoins de chacun. Les actions proposées concernent alors la formation, je l'ai dit, ça reviendra à chaque fois, mais aussi la diversification des outils de médiation avec des ateliers numériques, des jeux de plateau, mais aussi toutes sortes de supports pour la médiation du livre avec des histoires piquées, des tapis de lecture, des kamishibai, etc., etc. Renforcer également l'offre culturelle proposée dans les médiathèques, et également participer à la promotion de la lecture et de l'écriture, à des manifestations qui peuvent être organisées par des collectivités ou des associations, des festivals ou même des salons du livre dans lesquels la DLL pourra ponctuellement intervenir pour accompagner les porteurs de projets. J'en viens maintenant à l'axe 3, qui est un axe, lui, traditionnel, les bibliothèques comme des espaces d'accueil et de sociabilité, avec cette attention particulière à développer le rôle des bibliothèques dans l'intégration et l'inclusion de tous les citoyens, afin qu'ils puissent exercer leurs droits culturels et faire des bibliothèques des espaces ressources véritablement sur les territoires. Les actions proposées portent sur la formation de l'accueil des publics fragiles et éloignés, notamment, par exemple, les primo-arrivants ou les familles isolées, sur l'accessibilité des bibliothèques pour tous,
sur la lutte contre l'illettrisme avec des collections comme Facile à lire ou alors, pourquoi pas, cela reste à développer, des livres tactiles pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et pour toutes ces actions, nous avons proposé également la création d'un référentiel de partenaires de façon à ce que les bibliothèques puissent, de manière plus aisée, travailler en collaboration avec les acteurs sociaux du territoire sur ces thématiques. Le dernier axe, qui est l'axe 4, favorise la participation des bibliothèques à la vie culturelle de la cité. Ce que nous souhaitons, c'est permettre aux bibliothèques d'être de véritables actrices de la politique culturelle du territoire, des lieux de convergence pour les acteurs culturels de proximité, des tremplins de partage des connaissances et des compétences, des tiers-lieux de co-construction, de partenariats transversaux entre acteurs qui visent les mêmes objectifs. Les actions proposées ici concernent le rôle des bibliothèques que nous concevons comme étant un acteur essentiel de la politique culturelle, comme un possible accompagnant les bibliothèques comme accompagnatrices du montage de projets proposant de nouveaux services, comme accompagnatrice de la création de partenariats locaux avec les institutions ou avec des acteurs culturels identifiés, notamment, mais encore avec le Forum des associations qui, lui, existe de longue date, qui est proposé chaque année par la DLL et qui propose aux bibliothécaires des animations adaptées à leur structure. Et là aussi, nous avons proposé de créer un répertoire interactif, c'est-à-dire renouvelé et mis à jour des acteurs culturels de proximité, de façon à ce que les bibliothèques puissent travailler de façon plus aisée avec le secteur culturel. Nous souhaitons aussi que les bibliothèques apparaissent comme des lieux où sont encouragées la créativité et l'apprentissage, en offrant des ressources pour développer l'esprit critique, et soient aussi des, pourquoi pas, porteurs de projets, capables de répondre aux appels à projets ou appels à communs, avec le développement de certaines activités, comme la lecture à voix haute, mais également une fiche action qui insiste beaucoup sur la nécessité de développer l'accès aux sciences dans les bibliothèques, etc. Et puis, enfin, faire des bibliothèques des plateformes citoyennes dans lesquelles peuvent avoir lieu, quand ce n'est pas le cas, mais ça l'est parfois, des conférences ou, de façon générale, que les bibliothèques soient des espaces de dialogue. Pour essayer de répondre au mieux à toutes ces pistes, à toutes ces perspectives qui sont tracées dans le schéma, les moyens que met en œuvre le département apparaissent sous vos yeux. Il s'agit bien sûr, et je le redis, de conventions de partenariat avec les collectivités locales. Dans la mesure où la notion de réseau est essentielle pour comprendre le monde des bibliothèques, la notion de partenariat l'est aussi. Des services aussi, des services d'ingénierie, des services de diffusion, des services de formation et bien sûr la proposition de la fourniture de collections variées, diversifiées, mises à jour et renouvelées, innovantes, comme j'ai pu vous le dire dans le déroulé de la présentation du schéma. Et enfin, quelques subventions également pour l'aide aux collections des collectivités, pour l'aide au mobilier d'aménagement spécifique de bibliothèques, l'aide à l'informatisation des subventions que vous connaissez bien puisqu'on en voit passer régulièrement quelques-unes dans nos séances, et de l'accompagnement avec toute une série de formations. Voilà, très important pour conclure, dans le schéma, la transversalité des politiques publiques menées par le département est soulignée parce qu'il nous semble important que les partenaires, mais aussi les citoyens, comprennent que nous essayons de mener des politiques qui sont cohérentes pour répondre à l'ensemble des compétences qui nous sont confiées. Et cela me paraît important de le signaler de cette manière. Je vous remercie pour la présentation de ce schéma. Je voudrais tout de même, avant de donner la parole à un plus brillant lecteur que moi,
remercier rapidement quand même, mais le faire quand même chaleureusement, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce 5e schéma départemental de la lecture publique gardoise, aux membres actifs de la concertation, bien sûr, à toutes les équipes de la direction du livre et de la lecture et à sa directrice Roselyne Dumazel qui est ici présente parmi nous, et je salue Valérie que j'ai vue tout à l'heure également, ainsi qu'à Ludmila Chave, dont l'accompagnement et le travail ont toujours été d'un grand secours, à Basile Imbert pour le coup de main et les échanges littéraires précieux, ainsi qu'à Édouard Portal, au cabinet de la présidente, dont le soutien et la complicité furent particulièrement salutaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Avant d'en terminer et de passer au vote, si vous le voulez bien, si vous avez encore 5 minutes pour Victor Hugo, je vous propose de laisser la parole à Monsieur Jean-Claude Dumas, comédien, qui vous lira un texte de Victor Hugo, le grand Victor Hugo, extrait du recueil L'année terrible. Je vous remercie de l'écouter avec attention. Donc, un texte, un poème très véhément, vous allez voir, de Victor Hugo, après que pendant la Commune de Paris, les communards dont il était proche aient brûlé la bibliothèque des Tuileries. À qui la faute? Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi des générations ténébreuses encore, qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi, dans ce vénérable amas des vérités, dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenu répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, leçon qui pèle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes. Quoi, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Échilles terribles, des Homères, des Job debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là, sur la hauteur, il luit. Parce qu'il brille et qu'il les illumine, il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante, ou Shakespeare, ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi, s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens, en lisant, grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître. Ils t'enseignent ainsi que l'aube éclaire un cloître. À mesure qu'ils plongent dans ton cœur plus avant, leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais bon, puis meilleur. Tu sens fondre, comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est à toi qu'on prend don. Et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre. Il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle, car toute conscience est un nœud gordien.
Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire. Monsieur Dumas, merci pour cette lecture, je dirais, poignante et extraordinaire de ce magnifique texte de Victor Hugo. Victor Hugo, je dirais, visionnaire, qui affiche son engagement pour la défense des valeurs humaines. Un texte profond, hein, il faut le dire, qui montre combien les bibliothèques ont une importance, je dirais, capitale. Et au-delà, on voit qu'en détruisant une bibliothèque, eh bien, on coupe tout accès au passé et en plus, on prive les générations de toutes les connaissances accumulées. Donc, avec ce texte, eh bien, on mesure tout l'intérêt des livres et nous voyons encore plus aujourd'hui combien ce schéma de la lecture est, je dirais, utile, important et indispensable. Voilà. Donc, merci Hélène d'avoir choisi ce texte de Victor Hugo. Et merci encore à vous, Monsieur Dumas, pour votre amicale participation et pour cette lecture captivante de ce texte. Merci. Donc, mes chers et chers collègues, vous avez écouté la présentation de ce nouveau schéma de la lecture publique, présentation très détaillée et très claire faite par Hélène Meunier. Est-ce que, suite à cette présentation, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Madame Fardou-Jouve a la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Parler après Victor Hugo, je me sens toute petite. Mais bon, puisque cette intervention est écrite. En cette belle matinée, où toute sa place est donnée à la culture, et cela fait un bien fou, après les deux remarquables présentations des schémas de la culture et de la lecture par Patrick Malavieille et Hélène Meunier, je voudrais, au nom du groupe communiste, partager avec vous quelques réflexions sur la lecture. Compétence obligatoire des départements, la lecture publique, c'est-à-dire la lecture mise à portée de toutes et de tous, est loin d'être une mission marginale ou anecdotique. Merci à Hélène Meunier de porter cette tâche et bravo pour la présentation qui vient d'être faite. Dans ces temps quelque peu chahutés de repli sur soi, où le totalitarisme et l'obscurantisme reviennent, telle une marée brune nauséabonde, il n'est pas inutile de s'interroger. Donnons-nous au livre toute l'importance que nous devrions. Très sincèrement, je ne sais pas si nous allons parvenir à enrayer la folie qui est en train de s'emparer du monde. Chaque soir d'élection, après chaque nouveau fait divers, en France et de par le monde, nous constatons que nous sombrons un peu plus. Devrons-nous atteindre les ténèbres? Certains y sont déjà, pour que, comme chantait Johnny, nous retrouvions l'envie de la lumière, des lumières. Je ne sais pas. Ce dont je suis sûre, c'est que sans les livres, sans l'écriture, sans la lecture, nous n'y arriverons pas. Trop d'esprits sont dans l'errance. Victor Hugo, qui vient d'être si brillamment lu, écrivait « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Si dans une époque qui nous vole notre temps, nous délaissons la lecture, ne nous y trompons pas. D'autres en ont compris tout l'enjeu et savent très bien en quoi le livre et la lecture sont leurs ennemis. Daniel Pénac écrit « Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre. L'homme construit des maisons parce qu'il est vivant, mais il écrit parce qu'il se sait mortel. Il habite en bande parce qu'il est grégaire, mais il lit parce qu'il se sait seul. Le temps de lire est toujours du temps volé. Voler du temps pour lire est la plus belle des révoltes. Et croyez-moi, de nos jours, lire est un combat. Tant il apparaît aux yeux de trop de gens que c'est un loisir, alors qu'il s'agit d'une nécessité vitale. La lecture, bien plus qu'une simple évasion, s'avère être un pilier fondamental de la construction et du développement personnel des individus.
En plongeant dans les méandres des mots, le lecteur et les lectrices enrichissent leur vocabulaire, aiguisent leur compréhension du monde et éveillent leur esprit critique. Cette alchimie littéraire ne se contente pas de forger des esprits agiles et ouverts, mais dessine également les contours d'une pensée autonome et critique. À travers les lignes, les paragraphes et les chapitres, on voyage, on découvre, on se construit. Ouvrez un livre, il vous ouvrira le monde, écrit l'influenceuse de mots Sandrine Filassier, quand pour André Suarez, il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. Et de refuge, d'où est-ce qu'on faut en avoir besoin? Comme le démontre très bien Boris Cyrulnik, la pensée totalitaire n'est toujours dans un contexte particulier, à savoir un désert de sens. La pensée totalitaire est une pensée totalement explicative, qui ne laisse pas la possibilité d'inventer d'autres pensées. C'est une excellente stratégie de prise de pouvoir qui empêche le plaisir de penser, mais donne les bénéfices de la récitation partagée. Ce sont des pensées simples et linéaires qui semblent vraies et incontestables. Ces raisonnements sont très convaincants, ils paraissent pour vrais et uniques simplement parce qu'ils sont logiques. C'est ce type de raisonnement que tiennent actuellement la plupart des intégristes en religion comme en politique. C'est une pensée paresseuse qui donne du monde une vision manichéenne qui mène à l'intolérance et au mépris et conduit jusqu'à la violence et au conflit. Comme le relève Hannah Arendt, l'abaissement de la pensée et du jugement sont bien le signe du désordre totalitaire. On connaît la phrase d'Amadou Hampâté-Bâ, « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Oui, et lorsqu'une bibliothèque est détruite, c'est une partie de la mémoire de l'humanité qui est perdue à jamais, comme le démontre très bien Richard Ovenden, directeur de la bibliothèque Bodleian d'Oxford, la plus prestigieuse des bibliothèques universitaires, dans son ouvrage « Une histoire des guerres faites au livre ». Devrons-nous à nouveau connaître les autodafés avant de réagir, sachant, comme le pressentait Heinrich Heine, que là où l'on brûle les livres, on brûlera bientôt les hommes. Je me souviens qu'ici même, il n'y a pas si longtemps, certains avaient voté contre une subvention à une maison d'édition en raison d'une ligne éditoriale qui ne leur convenait pas. Tant mieux si les livres et celles et ceux qui lisent font peur. Je pense à cet instant au livre de Laura Adler, « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Je citerai à nouveau Boris Cyrulnik. Pour éviter que les pensées totalitaires ne s'installent et menacent sérieusement nos efforts de paix et d'égalité, il faut privilégier les pensées complexes, loin des raisonnements simplistes. Et pour cela, grâce aux efforts du département pour mettre la lecture à portée de tous et toutes, nous avons des armes redoutables à portée de main, les livres. La lecture qui, pour Philippe Chapuis, alias Zep, le papa de Titeuf, est la première clé de l'indépendance. Historiquement, le livre a une grande importance en Cévennes. Et si après tout cela, je ne suis pas parvenue, à mon tour, et très modestement, à vous donner envie de lire et de défendre la lecture, permettez-moi de terminer par la lecture de quelques lignes d'un ouvrage de Patrick Cabanel, peut-être le plus beau, écrit sur les Cévennes. Le pays est violent. Il est doux aussi. Il ne mérite pas de mourir. On peut chercher à l'aider, chacun à sa manière, chacun à sa place. Le grand hiver est peut-être passé. Les maisons sont comme des personnes, elles accueillent et elles élèvent. Elles sont ridées, mais comme la terre des prés, le bois des arbres, elles savent porter des saisons et des jeunesses nouvelles. À leurs pieds s'ouvrent des chemins qui mènent à des jardins, des vergers, des murs, des noms. On peut les réemprunter, ces chemins. On peut les parcourir, armés pour les reconquérir sur la friche sauvage. Que la lumière et les pas y circulent à nouveau. C'est un très vieux pays, tordu, couturé, torturé comme le cuir des arbres qui l'ont nourri. Les incendies, les gels, les sécheresses, les sels auront-ils raison de lui à la fin? Regardez le spectacle de ces murs. C'est comme une bibliothèque dans la montagne. Regardez une bibliothèque, c'est comme un mur, et qui tient des choses capitales. Nous avons besoin de pierres et de livres. Merci. Isabelle, merci. Je passe la parole à Madame Bergerie. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers et chers collègues, tout d'abord, nous te remercions, Hélène, pour le travail remarquable qui a été mené durant des mois dans la plus large concertation pour produire le schéma départemental de la lecture publique que tu nous as proposé aujourd'hui au vote de notre Assemblée. Après le schéma départemental de l'économie sociale et solidaire l'année dernière, tu as su mener ce travail pour la lecture publique et notre groupe républicain, socialiste et écologiste se félicite du résultat. Si la lecture publique est une compétence départementale, elle est avant tout un défi
dans notre territoire. En effet, entre communes rurales, périurbaines, urbaines et ou relevant de la politique de la ville, le Gard est un département très divers où l'accès à la lecture publique n'est peut-être pas le même partout. Le schéma qui vient de nous être présenté répond parfaitement à ce défi pour approcher les publics de la lecture partout, dans tous les cantons, dans leur diversité, mais aussi en ouvrant un plan ambitieux pour le numérique, un levier que l'on ne doit pas sous-estimer pour réduire les fractures d'accès à la lecture. En tant qu'enseignante de français dans un lycée professionnel, je mesure au quotidien l'importance de la médiation pour donner goût à la lecture et accompagner les potentiels lecteurs de demain. Car on a souvent oublié que notre libérateur, c'est le livre, pour reprendre Victor Hugo. Si lire des livres, lire se mérite aussi. Et la médiation peut être une clé pour y parvenir, à condition de lui donner des moyens ambitieux. C'est ce que nous faisons ce matin avec ce schéma, qui sera particulièrement utile pour y parvenir. Enfin, alors que notre département, hélas, été traversé ces dernières semaines par des faits tragiques, violents et intolérants, ce schéma peut être un outil parmi d'autres pour préparer les consciences à la fraternité, car la lecture, la littérature, les lettres et les savoirs humains ont ce pouvoir pour que les collectivités y mettent, comme nous le faisons aujourd'hui, des moyens. En vous invitant, chers et chers collègues, à voter à l'unanimité ce schéma. Je vous remercie de votre attention. Merci, Carole. D'autres demandes de parole? Philippe Ribaud a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors je ne vais pas être comment dirais-je, je n'ai pas cité d'auteur, je ne vais pas être très profond dans mes propos, mais je voulais simplement vous informer ou vous rappeler que Alès Agglomération célèbre le livre et la lecture ce week-end et que donc vous pouvez dès aujourd'hui jusqu'à dimanche soir vous rendre sur le festival Passeurs de livres qui est certainement un festival unique en France dans ce domaine-là qui associe au sein des sciences humanistes, scientifiques, romanciers, auteurs de bandes dessinées, et vous pourrez y côtoyer environ 80 éditeurs et une centaine d'auteurs, donc tout ce week-end. Voilà, c'est un formidable salon du livre que je vous invite à visiter. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Philippe. Patrick Malavieille. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un festival qui est soutenu par le conseil départemental. Parfait, c'est très bien de l'avoir précisé. Merci. Robert Crost. Désolé, Président, de reprendre la parole. Et tout à l'heure, j'avais un peu anticipé sur la question de la lecture publique. Et pour justement amener un élément d'information, et bien sûr, je répète, tout l'enthousiasme qui est le nôtre en terre de Camargue, d'animer ce réseau de lecture publique. Nous sommes dans l'année de la mer, vous le savez, et donc nous produirons à la médiathèque du Grau-du-Roi cette année un festival du livre de la mer et des océans. C'est une information que je tenais à vous apporter. Très bien. Merci pour toutes ces informations importantes. Bien, ben merci à vous tous pour vos interventions. Hélène, tu veux reprendre la parole peut-être? Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Juste non, peut-être pour faire voter le schéma. Et lire le rapport, puisque dans ce rapport, il est quand même question aussi des conventions. Donc, dans ce rapport, il vous est proposé d'adopter le schéma de la lecture publique autour des axes qui ont été présentés et également d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer au nom et pour le compte du département les conventions à conclure avec les collectivités partenaires, mairies ou EPCI, l'une spécifique aux bibliothèques, l'autre au point lecture, conformément aux modèles de convention qui sont annexés au schéma de la lecture publique. Merci Hélène. Merci, on veut te remercier pour cette présentation. Merci d'avoir pris, je dirais, beaucoup de ton temps pour réaliser ce schéma. Je sais combien tu t'es investi à titre personnel et également avec les services de la direction du livre pour que ce schéma puisse être présenté aujourd'hui en séance. Voilà, donc c'est un schéma qui concerne, vous l'avez vu, un sujet majeur, la lecture publique. La lecture publique, vous l'avez tous souligné à juste titre, est une de nos compétences obligatoires. Et ce schéma présenté ce matin est très riche, je dirais. Il contient, vous l'avez vu, de nombreuses fiches actions
qui vont nous permettre d'avoir une feuille de route jusqu'en 2028 avec des objectifs très précis comme la modernisation des bibliothèques en adaptant les espaces aux besoins actuels avec des espaces d'accueil, de dialogue, avec un autre objectif, je dirais, important qui a été bien souligné, c'est développer la médiation dans tous les cantons pour toucher bien sûr tous les publics et faire des bibliothèques des lieux ouverts à tous, des lieux de rencontre, de dialogue, d'échange, soit culturels, scientifiques ou même numériques. Et il est également prévu dans ce schéma d'aider les communes qui n'ont pas encore de bibliothèque. On a vu quelques coins blancs dans le département, donc il faut y remédier, il faut les aider à créer des bibliothèques ou à bénéficier peut-être du service itinérant pour qu'il y ait un meilleur maillage territorial. Et dans ce schéma, on voit également que le conseil départemental est aux côtés des communes et des communautés avec des possibilités diverses, entre autres la formation qui est initiée par la direction du livre, avec aussi une offre de lecture très diversifiée et avec la possibilité, je le répète, de ce service itinérant avec le réseau du bibliobus qui passe dans tous les coins de notre département. Voilà, donc mes chers et chers collègues, avec ce schéma, bien sûr, nous voulons que les bibliothèques du Gard, vous le comprendrez, soient des lieux de vie, je dirais, dynamiques, créatifs et des services de proximité au service de tous les habitants du Gard, des lieux qui donnent envie de lire à toutes et tous. Voilà, donc je vous propose maintenant, comme vous l'a demandé Hélène, de passer au vote de ce 5e schéma de la lecture publique. Qui est contre, qui s'abstient, parfait, je vous remercie, il est adopté. Merci bien, nous avons terminé notre séance plénière. Nous allons avoir une interruption de séance de 10 minutes, un quart d'heure, et nous reprendrons nos débats avec la commission permanente.